3, 2, 1. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue pour ce premier numéro des matinales de l'économie avec un habillage graphique, avec une identité visuelle qui n'est pas sans vous rappeler le rendez-vous que nous vous fixons depuis maintenant 1998 avec La République et Il est clair, le fameux rendez-vous des étoiles de l'économie. En 98, autre siècle, autre époque, ça s'appelait d'ailleurs le trophée des as de l'entreprise, ça a été rebaptisé au fil du temps, mais le principe est le même. Comment, cela dit, cette année, en 2020 et puis désormais en 2021, pouvoir récompenser des entreprises, des femmes, des hommes qui, sur ce territoire, innovent, créent des emplois, performent économiquement, se développent à l'international. C'est la question que l'équipe de la République des Pyrénées, représentée aujourd'hui par Nicolas Robière, son rédacteur en chef, représenté par Bruno Rombali, qui va animer avec moi ces matinales de l'économie tous les matins à partir de 8h sur le site de la République des Pyrénées.fr. Comment est-ce que vous avez rebondi sur la période et pourquoi ça vous semblait indispensable de maintenir, comme on va le faire tout le mois de janvier, un dispositif qui met à l'honneur l'entrepreneuriat. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour à tous. Alors vous avez tout à fait résumé la question qu'on s'est posée. Allez, on va se dire à partir déjà du mois de mars ou du mois d'avril, comment on va pouvoir maintenir, puisque c'est tous les 2 ans que le grand rendez-vous du monde économique, finalement, il est au Palais Beaumont à Pau, autour de ces étoiles de l'économie. On s'est vraiment posé la question 2020, ça devait se passer en 2020. On a réfléchi. Une date était posée. Oui. Date était posée, arrêtée d'ailleurs. Oui, tout à fait. On avait déposé les dates. Ça devait être le 10 novembre 2020. Oui, tout à fait. Un autre siècle, une autre année, une autre époque. Et évidemment, on s'est dit, il faut les faire malgré tout. Et ça, dès le printemps, on s'est dit, il faut mettre en avant le monde économique béarnais et sous le teint d'ailleurs, parce qu'il a été durement frappé par le premier confinement et par la pandémie. Il a été chamboulé parce que tout ce qu'a impliqué cette crise sanitaire, et en même temps, il a résisté. Et c'est finalement à partir de là qu'on s'est dit, les étoiles de l'économie cette année, 2020, maintenant c'est 2021, elles doivent mettre en avant des entreprises qui ont su s'adapter à cette crise et à cette donne historique et jamais vue depuis au moins l'après-guerre, on va dire. C'est à partir de là qu'on a réfléchi avec les partenaires qu'on remercie parce qu'ils nous ont soutenus, ils ont suivi l'idée, en se disant que cette année, on n'allait pas faire de palmarès. C'est ça. Il n'y avait pas de sens à faire un palmarès dans un paysage économique parfaitement chamboulé. Surtout que d'habitude, c'est le chiffre d'affaires, la croissance, le nombre d'emplois, etc. qui sont regardés par le jury. Donc, voilà, exactement. Donc, comme on avait fait Pyrénées Éco en fin d'année, dans lequel on n'a pas publié les tableaux, pourtant je sais très regardé par les chefs d'entreprise pour savoir qui a augmenté son chiffre d'affaires, son résultat, etc. On a décidé cette année de geler un peu cet esprit de compétition en se disant qu'on va mettre en avant de l'exemplarité. En gros, des entreprises qui ont su se réorganiser, qui ont su aller de l'avant, qui ont su parfois même changer carrément leur objet, le process de fabrication, et donc qui doivent servir finalement d'exemple aux autres entreprises, aux autres PME, et montrer également que finalement l'économie béarnaise a su s'adapter. C'est compliqué, on ne va pas dire que c'est pas compliqué, il y a des entreprises qui vont y rester très probablement, mais comment elles ont su finalement montrer cette capacité d'adaptation et de résilience qui à mon avis sont les deux qualités principales pour traverser 2020, étaient les deux qualités principales pour traverser 2020 et sans doute pour traverser 2021
également. Parce qu'en effet, on ne va pas se concentrer simplement dans l'œil dans le rétroviseur, on va essayer également d'anticiper l'avenir. C'est ce que nous ferons en particulier, notez-le d'ores et déjà, le 26 janvier prochain. Nous serons en direct du Palais Beaumont à Pau. Vous suivrez sur la République des Pyrénées.fr une soirée, les étoiles de l'économie, une soirée durant laquelle nous mettrons en avant, certes, ces entreprises dont nous venons de parler, celles qui ont su s'adapter, qui ont continué à innover, à performer, à se remettre en cause, mais nous essaierons également d'anticiper ce que sera le travail demain dans les entreprises de toute taille, les petites, les moyennes, les grandes, et en particulier avec ce bouleversement du télétravail ou de l'organisation plus généralement du travail. De quelle façon allons-nous faire ? Alors voilà, comme c'est vraiment une formule inédite, on va dire, et nouvelle, on s'est dit que on devait aussi être utile aux chefs d'entreprise par l'exemplarité des entreprises qui seront mises en avant lors des matinales, mais aussi lors de la soirée. Et on s'est dit aussi, en faisant une table ronde, en réfléchissant sur les nouvelles organisations de travail. En gros, Pyrénées Presse en est le cas. On ne s'est jamais arrêté, nous, de publier un journal et de nous donner des informations sur le site Internet. Il a fallu qu'on s'organise, qu'on s'adapte. Évidemment, ça fait réfléchir derrière à nos adaptations futures. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on devait faire une table ronde sur les nouvelles organisations de travail. On est très heureux d'inviter Julia de Funès, sa philosophe, mais qui est aussi diplômée de RH et qui a beaucoup réfléchi sur le télétravail et les nouvelles organisations. Et nous aurons des entreprises partenaires, que ce soit Total, que ce soit Terrega, mais aussi une entreprise comme Octime dont le temps de travail est la spécialité. Et on va faire réfléchir à la fois Julia de Funès sur le télétravail, mais pas que. Et ces entreprises-là, on va les faire témoigner sur comment elles se sont adaptées et comment elles voient l'avenir. À l'avenir, leur fonctionnement suite à cette crise sanitaire. Donc le rendez-vous, ça sera le 26 janvier à partir de 18h sur la République des Pyrénées.fr, en direct bien sûr et en replay. Vous connaissez maintenant la formule. Dieu sait si nous l'employons depuis le mois de mars et depuis toutes les émissions que nous avons commises les uns et les autres ensemble. Juste Eric, je voulais juste préciser, effectivement, la table ronde ouvrira finalement la soirée, ou ensuite la soirée. Alors je vous ai dit, c'est pas des trophées, mais on mettra en scène, en direct, des entreprises et des exemples qui nous paraissait intéressant de partager. Absolument, parce que l'essence de ce dispositif, c'est en effet la parole donnée aux entrepreneurs, à ces femmes, ces hommes qui sont au cœur de l'économie de proximité, ou bien l'économie qui se structure au national et à l'international. Ces femmes, ces hommes, pour leur donner la parole, il y aura non seulement la soirée, mais il y aura également ce dispositif, ces matinales de l'économie dont nous inaugurons le studio, c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis le chauffage, et tous les matins à 8h, Bruno Rovalli apportera les croissants, je fournirai le café et nous vous accueillerons ici sur ce même espace, alors distancié, avec des conditions sanitaires qui nous permettent de retirer les masques, ce qui explique d'ailleurs que nous nous permettons cela, comme sur l'ensemble des émissions que nous produisons, mais nous les remettons, vous le savez, juste après pour tous les déplacements que nous effectuons. Donc nous recevrons, Bruno Rovalli, des chefs d'entreprise, alors de tous horizons, et nous les avons classés par catégorie, par grand sujet, ai-je envie de dire. Oui, voilà. En gros, comme dans les traditionnelles étoiles de l'économie, il y avait des catégories. Là, on a différents sujets qui nous permettront, comme l'a très bien dit Nicolas, de mettre en valeur les chefs d'entreprise qui, malgré la crise, ont continué à innover, se sont adaptés, ont développé leurs entreprises, ont développé des services aussi pour toutes les personnes qui nous regardent. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir ce panel et surtout leurs témoignages, comment ils ont vécu cette période difficile au sein même de leur entreprise et surtout comment ils se projettent pour l'avenir. Et puis il y aura des reportages également qui seront réalisés par vos équipes, ce qui fait qu'au final, entre les matinales de l'économie, entre la soirée des étoiles de l'économie, il y aura une trentaine d'entreprises sur le territoire du Béarn et de la Soule qui seront mises à l'honneur. Ces 30 entreprises donc que vous découvrirez, qui on l'espère, seront également source d'inspiration. Quand je dis d'inspiration, surtout le comportement, la façon de réagir, encore une fois, face à l'adversité, la capacité à innover. Et puis on aura des grands témoins. Alors ce sont les partenaires évidemment de cette manifestation qui vont se relayer tous les matins ici à ce micro. Vous avez le programme complet dans l'article qui est à côté de cette vidéo. Vous avez tout le programme complet des sujets qui seront abordés tous les matins dorénavant, du lundi au vendredi, parce que c'est bien connu, l'entrepreneur ne travaille pas le samedi. Mais donc du lundi au vendredi, vous aurez donc les différents sujets. Et puis vous aurez la même chose dans le journal en version papier.
et sur Internet, j'imagine, messieurs. Voilà, c'est une grosse mobilisation de la rédaction. On met à ce mois de janvier, qui est, on va dire, le début de l'année, on met au centre de notre dispositif éditorial l'économie béarnaise, comment elle a traversé 2020, comment elle a rebondi, comment elle va rebondir dans le futur. C'est, je pense, effectivement un dispositif qui fait que nous avons ces matinales, c'est très nouveau pour nous. On fera évidemment à chaque fois des débriefs de ces émissions dans le journal, et évidemment, comme désormais de plus en plus et sans doute à jamais, tous les contenus print, c'est-à-dire papier, sont évidemment traduits sur notre site en contenu numérique augmenté, puisque là, on fait même de la vidéo. Absolument. Vous retrouvez tout cela, ça sera quoi, dans un dossier, c'est ça? Vous avez fait un petit dossier? On aura un petit dossier sur C'est bien, on fait une petite réunion de travail en même temps. Voilà, donc tous les matins à 8h, comme vous êtes en train de regarder, la matinale à 8h sur le site relayé sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, et le lendemain, comme vient de le dire Nicolas, le débrief dans lequel on réintégrera la vidéo de la veille, qui permettra donc d'avoir tout dans un même dossier qui sera sur notre site avec un accès je vous reconnais bien facile. là. Je vous reconnais bien là. Nous allons démarrer cette première matinale en donnant la parole plutôt à des jeunes entrepreneurs. Alors quand je dis jeunes, c'est quel que soit l'âge. En tout cas, des entrepreneurs qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps dans l'entrepreneuriat. Il en faut du courage pour essayer d'ouvrir un commerce, une activité, que ce soit en zone urbaine ou bien en zone rurale, en zone de montagne. Nous allons avoir plusieurs témoins qui vont nous rejoindre dans quelques petites minutes. C'est un joli clin d'œil d'ailleurs que de dire la création, la reprise d'entreprise, il faut la soutenir, on y croit, on veut la mettre à l'honneur. Vous le faites assez souvent d'ailleurs. Cette année, on l'a vu, il y a eu beaucoup de sujets consacrés à des créations d'entreprises. Oui, c'est d'ailleurs un phénomène qu'on a observé, qu'a très bien décrit Éric Normand. Il va nous rejoindre dans quelques minutes justement pour nous dire ça. Tout à fait. Éric Normand, notre chef d'édition, c'est qu'en fait, cette année, étonnamment, on a plus d'enregistrements de nouvelles entreprises que l'année précédente. Donc, alors, il y a effectivement le phénomène de l'auto-entrepreneuriat, mais il existait l'année d'avant. On a remarqué, on a fait un sujet à Rudy, par exemple, où de nouveaux commerces se sont ouverts. On a découvert, rue des Cordeliers à Pau, qu'une brûlerie de café s'était installée, pas brûlerie, mais plutôt un magasin de café s'était installé, mais le jour du second confinement. En gros, on a l'impression que finalement, ce premier confinement, en tout cas celui de mars-avril, a fait réfléchir et mûrir des projets qui sont en train d'éclore là, et ça nous paraît important de les mettre à l'honneur et de mettre un focus dessus, parce que effectivement c'est plutôt courageux de se lancer dans une période aussi compliquée et incertaine. Absolument, mais pour ouvrir ces matinales de l'économie, il a tenu à être là, je le salue, je le vois arriver dans le studio, le président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, François Bayrou, va nous rejoindre dans quelques instants. Alors l'agglomération est un partenaire historique des étoiles de l'économie, mais sa présence est d'autant plus importante que la compétence, le développement économique est une compétence de la communauté d'agglomération, comme d'ailleurs des communautés de communes sur ce territoire, et que ça n'aura échappé à personne. François Bayrou est également, depuis le mois de septembre, haut commissaire au plan. C'est dire si il va être intéressant de l'entendre sur ce sujet. Il est le premier invité qu'avec Bruno Robali, nous allons recevoir dans quelques instants. À tout de suite. Le premier invité de ces matinales de l'économie, c'est François Bayrou, le président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, partenaire de cette manifestation. Monsieur le Président, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Nous recevons le président d'une agglomération qui a en charge, de par la loi NOTRe en particulier, le développement économique. Votre présence est donc ici tout à fait naturelle, mais vos fonctions nationales également vont appeler un certain nombre de questions que va vous poser Bruno Robali. En tant que haut commissaire au plan, la partie économique est évidemment un domaine qui vous concerne de premier chef. Bruno. Oui, bonjour Monsieur Bayrou. La première question, c'est comment l'agglomération a traversé 2020 et la crise qui a frappé l'ensemble de l'économie? Elle a traversé courageusement, mais il faut voir la dimension du défi qu'on a rencontré. Je ne sais pas si on se rend compte, jamais personne n'aurait imaginé qu'on soit démoli par un virus, que la planète entière soit atteinte par le virus. Et je réfléchis souvent à ça. Un virus, c'est
1 million de fois plus petit qu'un grain de sable. On disait souvent qu'un grain de sable pouvait bloquer une machine. Oui. C'est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable et ça a mis la planète à genoux. En tout cas, tout l'Occident. L'Orient, la Chine s'en est probablement plus vite ou mieux sorti. Peut-être parce qu'il y avait des habitudes qui... les masques, par exemple, on n'avait jamais l'habitude d'en porter, mais vous alliez au Japon, vous croisiez beaucoup de masques. Donc on s'en est sorti, je disais, courageusement. Il faut voir que on est atteint par 2 de nos piliers. Le tourisme, qui est un de nos piliers, c'est plus d'1,5 million de personnes qui viennent pour visiter Pau et le Béarn, et l'aéronautique, qui est frappée, atteinte par l'effondrement du transport aérien et les incertitudes économiques sur la planète. Et cependant, il y a, je trouve, beaucoup de courage de la part des hôteliers, de la part des restaurateurs. Ils sont assez souvent, pas seulement inquiets, mais désespérés. Et cependant, ils font face. Et le nombre de ceux qui ont fait, comme on dit en anglais, j'aime pas, du click and collect, c'est très remarquable. Les boutiques qui s'ouvrent, qui ont continué à s'ouvrir pendant cette période, et tout ça, pour moi, c'est évidemment un motif d'admiration et d'encouragement. Et concrètement, l'agglomération, comment elle est un acteur du développement économique, et notamment en période de crise? Oui, alors, elle est un acteur parce qu'elle offre de l'immobilier pour les entreprises, elle offre des terrains, elle offre des services. Le fait que nous soyons une agglomération entièrement câblée, avec un réseau très haut débit public. Nous sommes la seule agglomération en France à avoir fait parvenir, vos auditeurs le savent bien, puisque c'est comme ça, à avoir fait parvenir la fibre très haut débit dans chacun des lieux d'habitation ou de travail, dans l'ensemble de l'agglomération. En tout cas dans le cœur de l'agglomération, c'est évidemment une aide absolument considérable. Et puis nous sommes intervenus spécialement pour la crise auprès des entreprises par ce qu'il faut bien appeler de l'argent public, des subventions, des aides, des soutiens, présentés pour des raisons légales sous forme de prêts, mais en réalité c'est de l'aide directe aux entreprises qui a permis à un certain nombre d'entre elles de passer le cap. Attendez, je vais faire la parenthèse sur cette question-là, parce qu'elle revient souvent, Monsieur le Président. Vous l'avez paraphrasé, des prêts ou des aides? Parce que vous avez des aides. Des aides qui sont sous forme de prêts à long terme, à 5 ans, mais qui en réalité sont une aide directe pour passer le cap. D'accord. Et quels sont les enseignements de 2020 qui vont être utiles pour passer 2021 ? Diversification. Je parle ici et je parle nationalement aussi. Nous avons la chance d'avoir une université, des centres de recherche. Et les centres de recherche doivent être aussi des centres de transfert de technologie, parce qu'il faut non seulement soutenir et sauver ce qui existe, mais penser à aller conquérir ou reconquérir des secteurs entiers qu'on avait abandonnés. Alors, vous êtes président de l'agglo, mais aussi, je veux aussi parler au haut-commissaire au plan. Comment arriver... Vous avez de la chance, c'est la même personne. Comment arriver à... Et l'expérience de l'un nourrit l'autre. Nourrit l'autre. Mais comment arriver justement à prévoir, à préparer l'avenir dans une période aussi trouble? C'est ça qui est intéressant. Peut-être vous avez pas vu, mais je suis sûr que vous avez fait des articles sur ce sujet. On a publié il y a 2 mois les premiers en Europe, une étude dont le thème était « Et si le Covid durait ?» Parce que tout le monde le voyait comme une parenthèse. Et moi, j'avais l'intuition que c'était pas sûr que ça passe aussi vite qu'on le disait. Et donc, on a lancé une étude avec des spécialistes et des experts
sur le monde comme il va être, parce que c'est plus pareil. Un monde où on ne s'embrasse plus. Jusqu'au mois de février, l'habitude s'était prise que tout le monde embrassait tout le monde, y compris les garçons, bon, tout le monde s'embrasse. Et puis ça s'est brutalement interrompu. On ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main, on ne se visite plus, on ne voyage plus, dans un monde qui jusqu'alors était entièrement construit sur l'augmentation exponentielle des échanges. Parce que le développement économique de la planète, c'était les échanges. Et tout ceci, alors, ça a des conséquences majeures. Télétravail, par exemple. Nous, ici, nous pouvons faire du télétravail parce que la fibre très haut débit, elle permet à chacun de travailler de chez soi. Et comme vous savez, c'est désormais une orientation très importante pour les entreprises de toute taille. L'éducation. Les enseignants ont fait, pour la plupart d'entre eux, des efforts considérables pour inventer une autre manière de transmettre et d'enseigner. Mais il faut aller encore plus loin parce que les outils que nous avons, je vois l'écran derrière vous qui anime le titre de votre émission, les matinales de l'économie, c'est aussi quelque chose dont on va pouvoir et devoir se servir. Et vous avez distingué l'an dernier des entreprises qui précisément étaient sur l'éducation par le numérique ou en se servant du numérique. Vous avez l'impression, François Bayrou, que des collectivités comme la vôtre, je reviens à l'agglomération, vont avoir les moyens de soutenir à la fois ceux qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide d'urgence, vous en parlez tout à l'heure, les commerçants, les professionnels du tourisme, etc., mais également d'investir pour celles et ceux qui seront demain les acteurs majeurs de ce territoire. Est-ce qu'une collectivité comme la vôtre a les moyens de cela? Bien malin celui qui peut répondre à cette question. Et moi, je ne m'y risque pas avec certitude. Jusqu'à maintenant, on a dégagé les moyens. Oui. On a fait des économies, vous le savez bien, sur certains chapitres pour pouvoir soutenir d'autres actions. Mais, par exemple, acheter des masques, ça nous a coûté près de 2 millions. Oui. Et l'État nous a apporté une aide, mais seulement à hauteur de 50%. Et on a fait ça, on a dégagé les moyens pour tout ça. Donc, évidemment, ce sont des choix. Ce qui veut dire que, en investissement, on va devoir étaler dans le temps. Oui. J'ai dit, pour avoir un ordre de grandeur, on va faire en 3 ou 4 ans ce qu'on avait prévu de faire en 2 ans. Et ça, c'est des choix de gestionnaire. Mais vous savez, chaque famille qui a cette difficulté est dans le même cas. On est obligé de faire des choix. Que vous disent les entrepreneurs qui viennent voir le président d'Aglo? Ils témoignent d'un optimisme? Je les trouve courageux. Ouais. Et je les trouve optimistes. Et donc, c'est une raison de plus de les soutenir. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Je suis optimiste et j'allais dire, c'est un optimisme d'ambition. Parce que ce que j'ai à l'esprit, c'est que la France va devoir non seulement restaurer son appareil de production, mais elle est obligée d'aller au-delà. Parce que sur les 20 dernières années, vous savez bien que c'est un combat qui a été obsessionnel pour moi. Sur les 20 dernières années, on a laissé filer des secteurs d'activité, de compétences, de production, de telle sorte qu'aujourd'hui en France, l'industrie, c'est 13% du produit intérieur brut. L'Allemagne, c'est 25%. Mais l'Italie, c'est 19%. Et même l'Espagne, c'est 16,5%. Et donc, nous sommes... Alors, c'est une grande question politique. Nous sommes devant une obligation qui est celle-ci. On doit non seulement sauver et restaurer ce qui existait, mais repartir à la conquête plus que les autres. Or, nous avons, si vous me permettez 2 phrases sur ce sujet, parce qu'autrement, c'est des vœux pieux, nous avons 2 chances qui sont pour moi majeures. La première, c'est qu'on a de l'argent à 0%. Oui. Il n'y a pas de génération qui ait eu cette chance-là. Et la deuxième, c'est que partout dans le monde,
pour la production, on est à un tournant. On passe aux data, au numérique, aux algorithmes, aux imprimantes 3D. Je ne sais pas si vous avez vu, allez faire un reportage chez Safran, à Turboméca, et vous allez voir que des pièces qui hier demandaient des jours et des jours d'usinage, vous les faites avec une imprimante 3D en quelques heures, pour ne pas dire en quelques minutes. Et donc, on a cette chance-là. Le train, c'est le dernier train qu'on peut prendre, pour moi. Justement, le train nous ouvre une porte. Maintenant, il faut que la volonté politique soit là, la stabilité soit là, la solidité du pays soit là. Justement, dans ce cadre-là, quels sont les atouts et les handicaps de l'agglomération paloise? Bon, ces atouts sont énormes parce que, comme vous avez vu, un très grand nombre de gens vont quitter les grandes unités urbaines parce qu'ils ont vu pendant le confinement que c'était pas idéal et que même ça faisait courir des risques et que si on peut s'en éloigner. Or, nous avons, tous des grandes unités urbaines en ayant en même temps la taille humaine. Il y a quand même quelques handicaps, non? Non, nos handicaps, c'est que nos centres d'excellence sont atteints par la crise qu'on vit. Mais autrement, grande université, très bon système de santé, très bon système scolaire, très haut débit dans tous les appartements et toutes les entreprises, un paysage comme il en existe nulle part au monde, des liaisons qui sont assez faciles. Alors, attendez, des liaisons qui sont assez faciles? Oui, c'est... Et qui, selon vous, vont être suffisamment... vont rester dès l'instant que ça va repartir, oui. Oui. Vous êtes confiant sur ce point-là? Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, etc., cette question du déplacement... J'ai absolument confiance et je suis de toute manière déterminé à ce qu'on se batte. Comme vous savez, on a fait... on l'a montré en recréant une liaison spéciale pour Paris quand il n'y en avait plus aucune. Moi, j'ai confiance, oui. Dernière question, Bruno Romali. Oui, c'est une question toute bête. Vous êtes un partenaire régulier des Étoiles de l'économie. Et expliquez-nous votre attachement à cette manifestation. D'abord parce que c'est vous. On vous remercie de cette confiance, c'est bien, c'est bien. Donc, Pyrénées-Presse, Sud-Ouest, les partenaires locaux, pour nous, c'est très important. Parce qu'on a une complicité, n'est-ce pas? C'est pas seulement une répartition des rôles. C'est qu'on se sent tous partie prenante. Et pour moi, c'est une seule unité. Les médias, le sport, la culture, la responsabilité politique, c'est une seule équipe. Et je le vis comme ça. C'est pas des mots. Et chacun d'entre vous à sa place le sait. François Bayrou, vous allez remettre le prix le 26 juin, virtuellement sans doute, mais vous allez remettre le prix de l'entrepreneur de l'année. Je vais vous poser une question qui n'a peut-être pas la même signification aujourd'hui qu'elle avait il y a 2 ans, quand nous étions sur la scène du Palais Bourbon. Le profil, selon vous, de l'entrepreneur de l'année, son portrait robot aujourd'hui, est-ce qu'il a changé par rapport à il y a 2 ans? Quelles sont les principales qualités, selon vous, qu'il faut avoir aujourd'hui pour entreprendre en France et en Béarn? C'était les mêmes qualités, mais cette année, elles sont encore plus exigeantes. Courageux, inventif, optimiste, décidé à se frayer un chemin, quelles que soient les difficultés, mais c'est le portrait robot des entrepreneurs au sens large du terme. Vous avez l'impression que sur ce territoire, vous regorgez de candidats, j'ai envie de dire, ou en tout cas de personnes qui correspondent à ce profil? Regorgez, non. Mais ceux qui sont là, alors ils méritent le coup de chapeau. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre premier invité pour ces matinales de l'économie. On va recevoir, figurez-vous, justement, de jeunes chefs d'entreprise. Ça fait pas longtemps que se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Les uns en ouvrant une librairie, y compris en territoire rural, les autres en devenant commerçants de proximité, y compris en inventant un service à domicile pour des lunettes. Ils vont être nos invités dans quelques instants. Ces chefs d'entreprise, vous leur dites, lâchez rien, on sera là à côté de vous. J'insiste là-dessus parce qu'on va avoir beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes qui s'interrogent sur leur capacité à pouvoir bâtir, en effet, avec ambition, des plans. Nous avons 2 responsabilités,
avec eux, soutien et entraînement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Pour ce premier numéro donc, de la matinale de l'économie, nous avons choisi de parler de création, de transmission, de reprise d'entreprise. Quoi de plus normal? Il faut bien partir par la naissance même de l'entreprise. Chaque matin, nous serons accompagnés par Éric Normand, chef d'édition à la République des Pyrénées, pour nous donner un billet d'humeur, pour commenter le bien fondé du choix de ce sujet que nous retraiterons évidemment avec des exemples à la clé lors de la soirée des étoiles de l'économie le 26 janvier prochain, soirée que vous suivrez en distanciel sur le www.larepubliquedespyrénées.fr à partir de 18h. Est-ce que l'année écoulée, Éric Normand, a été une année difficile en matière de création, de reprise, de transmission d'entreprise, ici en particulier sur notre territoire, le Béarn? Bonjour tout d'abord. Bonjour Éric, et puis je vais répondre immédiatement à votre question. Non. Très bien, merci d'être venu. Ça nous fait gagner du temps. Non, je plaisante. Non, l'année n'a pas été difficile parce que je vais commencer par un chiffre, 7746. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Les créations d'entreprises ou le solde entre les créations et les destructions d'entreprises? Dites-moi. Malheureusement, ce n'est pas un solde, mais c'est selon l'INSEE le nombre d'entreprises créées en Pyrénées-Atlantiques entre septembre 2019 et septembre 2020. Donc en Pyrénées-Atlantiques, on n'est pas que sur le Béarn, on n'est pas que sur le Béarn. Mais par contre, vous incluez dans cette période la période du premier confinement. Tout à fait. Ouais. Ce qu'on remarque quand on examine ce chiffre, c'est qu'il est en hausse de 1,6% par rapport à la période précédente, ce qui représente grosso modo 120 créations supplémentaires sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques. Donc on ne sait pas encore si parmi eux il y aura un futur entrepreneur de l'année, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une évolution qui mérite d'être relevée. Ouais. Si on reste dans les statistiques de l'INSEE, on remarque que chaque année, depuis 5 ou 6 ans, le nombre de créations augmente. Ceux qui veulent se mettre à leur compte, créer leur activité, bref, être leur propre patron, sont donc de plus en plus nombreux. Alors il est vrai que l'État a depuis une dizaine d'années simplifié les procédures administratives pour que chacun puisse créer sa boîte, mais il a aussi installé le statut d'auto-entrepreneur, ce fameux statut qui a incité beaucoup à sauter le pas. Absolument, y compris d'ailleurs celles et ceux qui parfois ont d'autres activités par ailleurs et qui ont pu au travers de ce statut goûter, en tout cas peut-être pas forcément à l'entrepreneuriat dans le sens où on développe un business plan, on va employer etc. des personnes, mais on se crée son propre emploi. Tout à fait. Tout à fait, on se crée sa propre activité. Ouais. Alors, on aurait pu se dire qu'avec le confinement, avec le Covid, la période actuelle douche les initiatives. Qu'elle décide des entrepreneurs en puissance, ceux qui ont une idée, à retarder leur projet, voire à y renoncer. Or, on constate qu'il n'en a rien été. La première période de confinement a au contraire permis à tous ceux qui songent à l'entrepreneuriat de bien réfléchir à leur projet, de recueillir des renseignements en ligne, par téléphone, pour ensuite se lancer. Un phénomène qui se vérifie d'ailleurs dans tout le pays et pas seulement en Béarn ou en Pyrénées-Atlantiques. Résultat, on a vu de nouvelles entreprises éclore à la fin de l'été. Alors c'est vrai notamment pour les plus visibles d'entre elles, ce que sont les commerces de détail, mais il n'y a pas que ça, il y a des artisans, il y a des cabinets conseils qui se sont montés. Ceux qui lisent notre journal ont forcément remarqué que durant le dernier trimestre de l'année, nos colonnes ont souvent accueilli des présentations de nouveaux commerces. Absolument. Alors c'est un phénomène qui concerne l'ensemble du territoire, pas uniquement les rues piétonnes du centre-ville de Pau, mais aussi des territoires plus ruraux. Un reportage récent a par exemple permis de mettre en lumière la vitalité commerciale d'Arrudy en Vallée d'Ossau. Et les témoignages qui vont suivre dans quelques minutes à les entrepreneurs que vous allez recevoir ne font que confirmer ce sentiment. Le Béarn a de plus en plus la fibre entrepreneuriale. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir si ce phénomène qui s'est passé, notamment après le premier confinement, comme vous le disiez, lorsqu'on était en phase rebond, relance, va se confirmer maintenant, où on le sent bien, il y a beaucoup plus d'inconnus et beaucoup plus de questions avec cette réalité qui s'impose à nous. Et si est-ce que ça va vraiment démarrer pour être restoppé juste derrière? Donc ça va être intéressant de regarder de quelle façon ces chiffres que vous avez annoncés, qui sont encourageants. Ils sont encourageants et qui, a priori, alors on n'a pas encore les chiffres de fin 2020, mais pourraient être validés en 2021. Quoi. À voir, donc si cela se poursuit. Merci beaucoup, vous revenez demain matin, évidemment, pour le deuxième numéro des matinales de l'économie. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous irons à Rudy. Nous serons en liaison dans quelques instants avec Marianne Lassus, qui a monté une librairie troquée,
figurez-vous. Appelez la curieuse, elle nous dira qu'est-ce qui l'a motivée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle qui, à la base, était plutôt quelqu'un dans les lettres et qui était dans le domaine de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue commerçante? Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir sa propre patronne? Et puis nous recevrons également à Volunet, nous partirons à Navarinx avec Ingrid Lagaronne qui sera avec nous en liaison tout à l'heure et qui va nous expliquer de quelle façon elle a créé sa boutique d'optique qui également offre un service à domicile. Elle sera en liaison avec nous dans quelques petites minutes. Mais pour l'heure, mon cher Bruno Romaly, vous n'avez pas résisté à l'envie d'aller faire quelques bonds et quelques sauts. Où est-ce que vous avez pu faire cela? Oui, alors je dois avouer que je n'ai pas essayé. Je suis courageux, mais pas forcément téméraire. On est allé au Trampoline Park, donc qui a été créé certes en 2019, mais qui a créé une nouvelle activité l'année dernière, en 2020, un Warrior Park où on peut. C'est pour ça que vous n'avez pas tenté en fait. Non, voilà, je suis. Parce que pas vraiment trampoline, pourquoi pas tout seul, mais Warrior, ça devient très compliqué. Donc on a rencontré Laurent Poublan qui va nous raconter comment, malgré la crise, il continue à avoir des idées avec ses amis et à développer des nouvelles activités. Parce que c'est le point commun, vous allez le voir, avec l'ensemble des invités que nous allons recevoir ce matin. Et puis ces créateurs que nous recevrons également le 26 janvier lors de la soirée des Étoiles de l'économie à partir de 18h au Palais Beaumont. Vous suivrez cette soirée en direct et nous leur demanderons un exercice tout à fait particulier durant cette soirée puisqu'on leur demandera de nous raconter en 2 minutes le cœur même de leur activité. J'en dis pas plus et on bondit au cœur du Warrior Park. Regardez. Alors l'histoire, c'était de créer un trampoline park tout simplement, puisqu'il n'y avait rien du tout sur la région. Les premiers trampolines, il fallait aller sur Toulouse et Bordeaux. On a commencé par la salle Positive Jump, donc une salle de 1200 m² de trampoline. On a ouvert donc pour les vacances de la Toussaint en 2019. Ça a démarré très fort avec les vacances de Noël, un engouement très fort de tout va, des adultes, des ados, etc. Jusqu'à mars, Mars arrive la période Covid, donc là gros coup de bambou, fermeture de l'établissement, réouverture, on a tout mis en œuvre, chômage technique, etc. avec toutes nos équipes. Réouverture pour mi-juin à peu près pour l'été. Malgré tout, on a eu du monde aussi pendant l'été, entre ce creux de Covid et de nouveau une fermeture suite au deuxième reconfinement. Avant le Covid, on avait déjà cette idée de développer d'autres activités qui sont aussi en lien avec le trampoline, donc tout ce qui est parcours d'obstacles, Warrior Park, etc., sous l'entité un peu comme un Ninja Warrior, ce qu'on peut voir à la télé. Donc on avait déjà lancé tout ce qui était business plan, la réservation de la salle, etc., avant que le Covid tombe. Tant pis, on a continué, on a lancé le projet, les travaux se sont faits pendant la période de Covid, pendant l'été, et une ouverture donc de l'établissement là depuis peu. On devait ouvrir à la Toussaint, et là il y a eu la deuxième phase de confinement, donc la fermeture, on n'a pas pu ouvrir, on a refermé l'établissement, et donc du coup l'ouverture s'est fait pour les mineurs, suite aux dernières recommandations pour les vacances de Noël, avec cette nouvelle salle. C'est clairement le démarrage qui a été très fort, nous a permis aussi de continuer ce lancement, ce projet-là. Effectivement, c'était un peu aussi ambitieux et foufou. On a eu des gens qui nous ont dit il fallait oser, faut oser. On y est, on avait déjà la salle, on avait déjà tout le concept en tête, les banques nous suivaient, la banque nous suivait, en croyant en nous, croyant en ce projet, au vu du démarrage. Et on va dire que c'est passager, que l'outil est là, le bébé est prêt et qu'il n'y a plus qu'à. On se creuse la tête un peu tous les jours. Là, on a eu de la chance avec les dernières préconisations, recommandations d'ouvrir pour les mineurs, pour Noël. Donc on a eu quand même du monde malgré tout sur cette période de Noël avec les mineurs. Et après, on joue vraiment, c'est très minutieux, des réglages assez fins sur la trésor, sur les charges, sur la masse salariale, etc. Donc effectivement, il faut être autant, on a eu un démarrage où c'était vraiment très bon, très fort, et avec là on est très attentif à tout ce qui se passe. On travaille sur des campagnes de communication très ciblées, donc là plus sur les mineurs. On prépare aussi l'après-Covid, on a déjà aussi cette longueur d'avance, voilà ce qu'il faut, et on va sortir de ce match vainqueur.
Et nous partons à Urudi, retrouver Marianne Lassus en liaison téléphonique. Simplement, elle est au cœur de la librairie Troquet La Curieuse qu'elle a ouvert. Vous nous entendez, Marianne? Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre visage s'affiche à l'écran. Nous sommes au cœur de la vallée d'Ossau. C'est là que vous avez décidé d'ouvrir cette librairie. C'était quand qu'a eu lieu l'ouverture? Et puis depuis combien de temps vous aviez ce projet en tête, Marianne? Alors, l'ouverture a eu lieu le 29 septembre. Et le projet, on va dire, a été mûri depuis 1 an et demi, 2 ans, au moment où je me posais pas mal de questions sur mon métier, qui était le métier d'enseignante, où je cherchais à donner du sens à ce métier et j'en trouvais plus véritablement. Donc est venue l'idée d'une reconversion professionnelle et assez rapidement, ça m'était déjà venu à l'esprit à d'autres périodes, donc l'idée d'ouvrir une librairie est apparue. Voilà. Alors, sauf que c'est une librairie troquée à la base, mais en ce moment, cette activité troquée, elle se trouve tronquée, parce que la période ne permet pas finalement d'exercer cette partie de votre concept. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les 4 premières semaines d'ouverture, c'était la double activité, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait venir dans ma librairie pour acheter un livre, pour on va dire picorer, butiner parmi les rayons, et aussi boire un café le matin, ou un thé, ou même une petite bière ou un petit verre de rouge le soir. Donc c'est vrai qu'il y avait cette double activité à laquelle j'y tenais beaucoup. Et puis au bout de 4 semaines, donc fermeture des cafés et se recentrer sur l'activité qui est quand même mon activité première, qui est celle de la librairie. Voilà. Oui, Marianne, bonjour, Bruno Rovelli de la République. Oui, ce qui nous a interpellés, nous, c'est le nom. Pourquoi avoir choisi ce nom de La Curieuse librairie, et dire qu'il y a peut-être là-dedans un peu de militantisme? Oui, tout à fait. La Curieuse, c'était l'idée d'un éclectisme assumé entre, on va dire, une librairie classique où on va trouver les principales sorties littéraires. Là, je viens de lire, par exemple, je suis encore sous le choc de la lecture du dernier roman de Marie Ndiaye, qui est un très beau roman et écrit dans une très belle langue, mais qui est peut-être un peu exigeant au niveau du public. Enfin, en tout cas, j'espère le rencontrer, mais qui sera peut-être pas accessible à tous. Et puis des rayons on va dire, plus diversifiés sur la montagne, sur le sport, un rayon aussi roman graphique BD qui est assez fourni. Donc l'idée en effet de la curiosité, c'était l'idée que le livre pouvait, sous les formes diverses qu'il a actuellement, rencontrer un public varié. Voilà. S'installer à Rudy, c'est un sacré pari aussi. Oui, d'ailleurs, au moment où le projet commençait à éclore, on me l'a beaucoup, certains me l'ont dit. Ils m'ont dit mais c'est un peu suicidaire. Tu laisses un métier de fonctionnaire, d'enseignante pour créer ce commerce à Rudy. C'est un sacré pari. Mais vous avez eu des aides pour ça ou? Oui, tout à fait. Donc des aides d'abord de la part de la région, d'un organisme qui s'appelle l'ALCA, l'agence du livre de la culture en Nouvelle-Aquitaine, qui aide à la création de librairies. Donc il y a eu à la fois un accompagnement, j'allais dire en termes de conseils, et puis un accompagnement aussi financier. Voilà, donc ça va beaucoup aider dans les deux secteurs, on va dire. Et puis il y a aussi des aides économiques à la création d'entreprises, qui permettent aussi un démarrage d'activité. Marianne, justement, quand on se lance dans cette activité, on va le chercher avec les financements, avec les banquiers, etc., avec des business plans, des plans qui prévoient la trésorerie, etc., etc. La période que vous avez traversée, elle vous a obligé, j'imagine, à revoir complètement ces plans. Alors, je vous avoue que c'était pas la partie la plus aisée pour moi parce que moi je suis quand même littéraire, Ouais. j'étais enseignante d'histoire-géographie. Donc les chiffres, c'était pas le cœur de ce que vous cherchiez. Ouais, moi c'était plutôt les lettres que les chiffres. Hein, voilà, j'étais plutôt de ce côté-là. Donc là, j'ai aussi fait une formation en reconversion. Enfin, il y a un module de reconversion. Pour des gens comme moi, donc assuré par l'INFL, l'Institut national de la formation des libraires, qui se trouvait à l'époque à Montreuil, où on avait des cours de comptabilité et on avait des
aides en termes d'accompagnement pour justement ces fameux plans d'affaires ou business plans. Donc ça a été quand même la partie la plus ardue pour moi. Mais est-ce que la période qu'on a traversée vous a obligé à finalement faire commerce de façon très différente pour tenir le cap? Je pense au click and collect, je pense à la façon dont il a fallu réorganiser l'activité, alors même que ça faisait pas longtemps que vous aviez imaginé celle-ci d'une autre façon. Oui, alors voilà, c'est vrai que c'est bon. Alors à la fois j'étais... comme je disais, click et collect, c'est bien quand on a une clientèle déjà constituée, ce qui n'était pas véritablement mon cas puisque ça faisait que 4 semaines que j'étais ouverte. Donc c'était difficile pour moi de pratiquer ce genre de commerce. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai beaucoup plus communiqué sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que voilà, c'était le plus pratique pour moi dans un premier temps. Donc je me suis dit que c'était important d'aller chercher aussi la clientèle potentielle par ce moyen-là. Et puis j'ai aussi, alors ça a été un peu, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez rigolo, puisque devait sortir la BD Le Loup en slip que vous connaissez puisque tout à fait. Wilfred Lupano a souvent les honneurs de la République. Oui. Voilà, donc ils sont tous les deux palois, le scénariste Wilfred Lupano et la dessinatrice Maya Naitoy. Voilà, les deux. Et comme c'était une bande dessinée que j'aimais beaucoup, je me suis dit tiens, et pourquoi pas imaginer un concours de la vitrine du loup en slip. Donc c'était pendant le confinement, ça je me suis dit voilà, on va imaginer le slip de qui vous voulez, concevez-le et puis envoyez-le moi ou venez le déposer à la librairie et ça fera une vitrine avec des slips, le slip du président, le slip du maire ou le slip de qui vous voulez. Et c'est vrai que... Qui a le plus beau slip à Rudy alors? C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous avez récolté? Qui a le plus beau slip? Alors donc il y a eu un concours, donc il y a eu, je sais pas, je vais pas compter, mais il y a eu je crois une 50aine de slips, il y a eu une avalanche de slips. Donc et ce qui était chouette, c'était que il y a des écoles qui ont participé, les écoles de Buzy, les écoles La Calandrette de Béos, et puis aussi des mamies qui étaient très contentes de pouvoir aussi occuper leur temps pendant le confinement. Donc c'était un peu transgénérationnel. Et puis on a bien rigolé. Et alors donc Maya Naitoy a décerné le podium. Donc c'est le slip de l'orthodontiste qui a été primé. Très bien. C'est par un petit garçon. Très bien. Et puis le deuxième, c'était le slip de la mercière parce qu'il était particulièrement beau. Ne faites pas tout le classement. Ça témoigne aussi d'un état d'esprit à Rudy. Et au cours de cette crise, on a vu quand même une certaine solidarité qui s'est illustrée notamment dans nos colonnes entre l'ensemble des commerçants du bourg d'Arudy. Ça, c'est quand même un élément important. Voilà, on a donc puisque moi l'ouverture de la librairie. Il y a aussi une boutique de créatrices et de savonnières qui s'est ouverte pas très loin. Donc il y a une épicerie verte qui, là pour le coup, elle a été très pionnière parce qu'elle a ouvert cette épicerie il y a 6 ou 7 ans. Mais donc là, depuis quelques mois, elle est localisée sur la place. Et donc on a essayé de se dire que il fallait continuer quand même à vivre et puis on va dire à agir en quelque sorte au agir, malgré à créer et à trouver de nouvelles synergies, de nouvelles façons d'être entrepreneur. La dernière question, Marianne, vous imaginez le devenir de votre librairie Troquet de quelle façon? On se réveille l'année prochaine, mettons ensemble, en liaison, vous aimeriez que l'on parle de votre librairie Troquet de quelle façon? Ça sera ma dernière question. Comme un lieu animé, comme un lieu de vie, ce qui n'est pas encore complètement le cas, mais qui, j'espère, le deviendra encore plus. Donc un lieu où il pourrait y avoir de la musique, par exemple, un lieu où il pourrait y avoir encore plus de rencontres et de dédicaces. Voilà, un lieu où la vie culturelle pourrait battre à plein, ce qui est pas vraiment le cas aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été en liaison avec nous. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques petites minutes en invitant tout le monde à vous retrouver de rue Carnot à Rudy et à faire preuve de curiosité, comme l'indique d'ailleurs le nom de votre librairie Troquet. À tout de suite. Bon, alors, mon cher Bruno, pour bien lire, encore faut-il bien voir. Oui, et puis on va voir donc justement un sujet qui nous concerne,
nous deux qui faisons partie de la grande famille des binoclars. Exactement. Avec Ingrid Lagaronne, que nous allons rejoindre pour un entretien téléphonique. Cette diplômée d'un BTS opticien lunetier depuis 11 ans a décidé d'apporter un nouveau concept dans sa ville d'origine, Navarinx, où elle a donc monté cette boutique à vos lunettes, à domicile ou en magasin. C'est vous qui voyez, pour paraphraser une célèbre phrase. Cette phrase, elle définit bien l'offre nouvelle que vous proposez sur le Berne des Gaves, ma chère Ingrid. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Nous sommes impatients en effet de vous entendre nous détailler ce nouveau concept que vous avez mis en place, parce que non seulement on vient dans votre boutique, que l'on va voir en image en quelques instants apparaître à l'écran pendant cette interview, mais vous venez également à domicile apporter la paire de lunettes qui convient à vos clients. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et puis d'abord, vous avez ouvert depuis combien de temps d'ailleurs? Alors, ça fait depuis un peu plus de 4 ans que j'ai débuté mon activité sur Navarinx. Donc, c'est ma ville d'origine. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui avaient des soucis à se déplacer pour faire des lunettes. Donc, ça m'a donné envie de m'installer et d'apporter ce service particulier aux personnes âgées notamment ou à mobilité réduite. Alors, Bruno Robali a une question à vous poser qui lui brûle les lèvres depuis qu'il sait que nous allons vous avoir au bout du fil. Bruno. Oui, ben moi c'est vraiment la question. Est-ce que la crise que nous avons vécue cette année a donné un petit coup d'accélérateur à cette activité à domicile? Alors, c'est vrai que j'ai mis un peu entre parenthèses cette activité au départ, dès que le confinement, en fait, parce que c'était assez particulier d'aller chez les gens ou même dans les maisons de retraite. Donc, ça m'a freiné un petit peu pour cette année. Ça a été un petit peu compliqué, oui. Mais ce concept, lorsque vous l'avez lancé, vous étiez en quelque sorte précurseur, parce qu'on est dans un territoire dont on peut dire qu'il est proche de la ruralité, souvent, et que traditionnellement, dans vos métiers, en effet, on va en boutique, voir les différentes montures, tester avec l'appareil qui va bien, la vue, etc., etc. Comment est-ce que vous apportez tout ça à domicile? Alors, j'ai une mallette avec plusieurs montures, environ 200, et je me déplace aussi avec de l'appareillage pour faire notamment des examens de vue, voir un petit peu l'évolution de la vue chez la personne. Puis ensuite, on choisit ensemble le modèle, et puis je commande par la suite les verres, et une semaine après, je repars chez mon patient afin de lui apporter l'équipement complet. Bruno, allez-y. Oui, la clientèle à domicile est un peu différente de celle qui vient en magasin? Oui, c'est souvent une clientèle assez âgée quand même, donc qui ne peut pas se déplacer. Et en magasin, j'ai plutôt une population un peu plus jeune. Voilà. Vous aviez pris des exemples, des modèles pour avoir cette idée? Vous aviez vu ça ailleurs? J'avais pas vu ça ailleurs, mais j'avais entendu plusieurs fois des clients en magasin qui me demandaient si je faisais pas ça à l'époque, là où je travaillais. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais c'est peut-être un service à mettre en place parce qu'il y a un manque à ce niveau-là. Voilà. Concrètement, vous avez reçu des aides, vous avez été accompagnée dans cette démarche ou vous avez fait ça toute seule? J'ai fait ça un peu toute seule. avec le vrai principe de l'entrepreneur, c'est ça, d'essayer de trouver des solutions par soi-même. Vous êtes tourné vers Internet et vers les réseaux sociaux aussi très vite, je crois. Oui, mais c'est un moyen facile de communiquer aujourd'hui et c'est vrai que ça m'apporte un retour plutôt positif de pouvoir communiquer à travers ces réseaux. Et en plus, vous avez eu un coup de boost parce que TF1 est même venu jusqu'à Navarinx vous voir. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes de TF1 et du coup, c'est vrai que ça a mis un peu en valeur quand même mon activité. Le vu à la télé, ça marche. Ce service. Le vu à la télé, ça marche, même à Navarinx. Et alors, lu sur La République, je ne vous raconterai pas ce que ça apporte. Ingrid, pardon, pour ce deuxième confinement, vous avez pu rester ouverte cette fois-ci, après évidemment la période de fermeture obligatoire. Vous avez rouvert immédiatement après?
Alors, ça a été un peu particulier pour moi parce que je suis en congé maternité. Voilà, j'allais Donc, venir j'ai à ça, accouché. parce que je crois que là, vous avez une bonne raison de ne pas avoir rouvert ensuite, c'est bien ça. Voilà, je n'ai pas pu rouvrir pour cette raison-là et je compte le faire très rapidement. Bon, ça vous manque d'ailleurs, le fait d'aller, ce contact client, parce Oui. on l'entend dans beaucoup de commerçants qui ont été fermés, hormis l'impact économique. Beaucoup parlent d'ailleurs de la difficulté qu'il y a à ne pas pouvoir exercer son métier, qui est un métier contact, qui est un métier de rencontre. On voit quelques images où on vous voit en train, à effet, de travailler au plus près, de conseiller, parce que le conseil a beaucoup d'importance dans le métier que vous exercez. Ça vous a manqué pendant les confinements d'avoir cette relation ? Oui, effectivement, ça a été assez frustrant de ne pas pouvoir aller aider les gens et puis leur apporter vraiment ce service et aller discuter même avec eux et puis échanger. C'est vrai que ça a été une année assez particulière, mais je compte bien changer ça pour cette année et repartir de plus belle. Qu'est-ce qui fait la différence entre un opticien indépendant et les grands de franchise que l'on peut connaître ? C'est différent. Après, moi, j'ai travaillé dans des grandes franchises également. Là, je me donne un peu plus de temps avec la clientèle. Voilà, je regarde pas trop le temps passer avec eux et je prends ça vraiment comme un plaisir pour moi, en fait. Allez, Donc, Ingrid, dernière question. Quels sont non pas les conseils, mais quelles sont selon vous les attitudes clés d'un jeune chef d'entreprise dans la période que nous traversons aujourd'hui? On l'a entendu tout à l'heure avec François Bayrou, qui était notre premier invité. On voit bien qu'il est difficile de prévoir, d'anticiper. Alors, selon vous, quelle attitude il faut aborder? Quelle attitude il faut prendre? Je pense qu'il faut persévérer et y croire, aller de l'avant et puis foncer tête baissée en ce moment. Eh bien, c'est une très très bonne conclusion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première de la matinale de l'économie. Merci beaucoup. Alors, tout le long de ces journées qui nous séparent du 26 janvier, où nous nous retrouverons pour la soirée des étoiles de l'économie au Palais Beaumont à partir de 18h. Vous pourrez nous suivre sur la république-des-Pyrénées.fr tout le long donc, de ces journées. Chaque matin, nous serons là à partir de 8h avec notre ami Bruno Rombali, avec Éric Normand, avec l'ensemble également de la rédaction de Pyrénées Presse qui, au travers de ces reportages, qui au travers de ces contributions photographiques, de ces articles, évidemment, vont contribuer à la réussite de ce format. Ces matinales de l'économie que vous pouvez voir ou revoir sur le site de la république-des-Pyrénées.fr et puis également, je pense, sur Facebook, c'est ça? Oui, sur Facebook. Ça sera relayé sur l'ensemble des réseaux de la République des Pyrénées. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous demain matin à partir de 8h.